Il ne faut pas oublier que le public travailleur handicapé, c'est celui qui est le moins qualifié sur la formation professionnelle, c'est celui qui a le plus de difficultés à retourner à l'emploi. Et l'accès à la formation est complexe pour lui. Alors tous n'ont pas besoin d'aménagement technique, d'aménagement organisationnel, d'horaire, de temps partiel et autres, mais un certain nombre quand même, aussi minime soit-il, ont besoin de spécificité par rapport, ou de compensation par rapport à leurs problématiques santé. Nous, centre de formation, on constate que des tas de terrains sont encore réfractaires par rapport à certaines situations de handicap, ont quelquefois des images fausses sur la possibilité d'accéder à des emplois. Et là, je pense aussi que ce soit les référents handicap, que ce soit la GFIP, que ce soit Cap Emploi, etc. Je pense qu'ils ont un grand rôle là à jouer là-dedans. Il y a énormément de choses qui existent. Pourquoi tout casser pour refaire quelque chose qui va peut-être prendre 5 ans ou 10 ans à naître? Moi, entreprise, j'attends une réponse peut-être pas parfaite. On peut travailler en étapes, peut-être travailler aussi en test, en local. De tenter peut-être une solution à 6 mois, à 1 an. On fait des essais, on voit ce qui fonctionne. N'attendons pas de faire l'outil parfait, parce que sinon ça va prendre des années. Mettons en place des choses peut-être juste de coordination, parce que on voit que tous les maillons existent, font plein de choses très très bien, mais qu'il y a une méconnaissance qui est dommage. Donc peut-être le petit chef d'orchestre qui va construire gentiment va faire avancer tout le monde. Si j'appelle la plateforme et que dans les 24 heures ou 48 heures, je suis mis en contact avec le bon professionnel qui viendra m'aider en appui technique sur une situation que je n'arrive pas à gérer seule, alors ça a marché. C'est la réactivité d'une réponse, d'un début de réponse, et d'un travail de collaboration, mais rapide, quoi. Et l'identification aussi, les volumétries nous le diront, parce que ça aussi, si c'est pour 10 personnes, bien, c'est bien pour les 10, mais ce n'est pas l'objectif. Si c'est pour le plus grand nombre, alors c'est une bonne chose, voilà. La finalité, c'est pas d'être formé. La finalité, c'est d'être formé pour accéder à l'emploi. Effectivement, ce n'est pas à 2 ans que ça se mesure, le taux d'employabilité des personnes en situation de handicap. Et c'est là qu'on va voir si effectivement ça fonctionne ou pas. Parce que la problématique aujourd'hui, elle est là. C'est les freins qu'ont les employeurs, c'est la difficulté d'accès à la formation, c'est qu'on est face à un public qui, du coup, est peu qualifié. Et si on arrive à le qualifier, à lever les freins en mettant en place tous ces dispositifs-là, et donc à augmenter le taux d'employabilité, là, on pourra dire qu'effectivement, ça a fonctionné. La GFIP place au cœur de ses priorités la sécurisation des parcours des personnes handicapées. Pour traduire cette nouvelle ambition en actes concrets, elle a adopté en février 2017 un nouveau plan stratégique dans lequel figure la mise en place d'une ressource handicap formation dans chacune des régions de France. Un petit groupe de volontaires a accepté de témoigner devant la caméra du fonctionnement de la RHF après 2 ans de mise en œuvre. Dans le cadre de ma reconversion professionnelle, j'étais accordeur de piano avant, j'effectue un BTS en assurance. J'ai un handicap visuel qui, sur le marché de l'emploi, représente un handicap lourd. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas être productive sans une formation plus importante qu'un collaborateur qui ne serait pas dans ma situation. Et j'ai besoin d'un équipement qui, sans celui-ci, rendrait ma tâche impossible à exécuter. Quand on passe un BTS, il y a des examens. Donc on se prépare tous à l'examen. Et le jour de l'examen, on a l'énergie, on est à son poste et on y va. Et ben moi, il y a des situations d'examen où je suis arrivée le jour même, où on ne m'avait pas compté parmi les candidats. On m'a dit, je vais te lire le texte et puis après tu vas pouvoir travailler. Et je me suis posé la question, est-ce que je ressemble à Rain Man ? Parce que moi, pour pouvoir travailler, je suis comme tout le monde, j'ai besoin d'un support, je ne suis pas un robot. J'ai mis ma colère de côté, ça je sais faire maintenant. Je suis allée pleurer un bon coup et j'ai appelé l'équipe en disant là, j'ai pas assez de recul, j'ai pas au niveau affect, je suis touchée, je vais pas y arriver, aidez-moi.
Quand on est face à une situation de handicap, bien souvent, on n'est un peu pas très bien informé, on ne connaît pas. Et c'est cette aventure vers l'inconnu qui peut susciter des craintes et des levées de représentation qu'on a vraiment pu identifier. Quand vous avez une classe de 28, s'il y a un cas particulier auquel il faut enseigner différemment, pour le formateur, c'est compliqué. Voilà. Mais c'est faisable. Il faut travailler avec l'équipe, convaincre l'équipe, pallier à des problèmes techniques, parce qu'il faut aussi, quand on dit pallier à des problèmes techniques, ça veut dire habituer les formateurs à faire autrement. Nous avons fait une réunion de bilan en fin d'année dernière, d'année scolaire, où il y avait quelques points qui avaient besoin d'être un petit peu appuyés. Et, donc nous avons fait un peu de remédiation et c'est vrai que j'ai pu à ce moment-là lourdement insister. Quand on nous appelle, c'est souvent en pompier, entre guillemets. Pourtant, on dit essayer de nous transmettre tous les éléments au démarrage, qu'on arrive dès le début pour essayer justement de faire en sorte d'éviter les situations de conflit ou les situations complexes. Là, du coup, avec la RHF... j'appelle directement Aline et du coup ça simplifie et ça permet une réactivité plus importante. J'ai clairement sur cette situation senti la différence parce que à chaque fois il y avait toujours un représentant de la GFIP qui est intervenu avec moi en centre de formation et ça nous permet à chacun de nos niveaux de pouvoir acter des décisions et puis d'apporter notre expertise. Nous commençons à avoir des situations individuelles qui sont vraiment intéressantes dans la mesure où elles sont multiples, que ce soit par des sollicitations de partenaires, de prestataires, de référents de parcours, d'organismes de formation directement, ou bien de personnes en situation de handicap. Cet outil de sécurisation des parcours, on a des urgences. Je crois que la RHF doit traiter les situations pour lesquelles on l'appelle. Ça veut dire que le terrain n'a pas les ressources pour. Sinon, on n'est pas sollicité. Et on n'est heureusement pas sollicité sur toutes les situations. On avait aussi cet objectif de dire si on a une solution dans les 24-48 heures, on aura réussi. Alors on a échoué parce qu'on n'a pas de solution dans les 24-48 heures. Par contre, on a une prise en compte dans les 24-48 heures. On est là, on entend les besoins, on essaie de trouver des solutions. Par contre, la solution, on ne l'apporte pas dans les 24-48 heures parce qu'on ne l'apporte pas seul, mais qu'on travaille ensemble et que travailler ensemble et être réactif en 24-48 heures, c'est compliqué. Ce que je trouve très intéressant sur ces fonctions-là, c'est qu'on ne se fixe pas de limite. On n'a pas de limite dans le temps. On n'a pas de limite en termes d'objectifs. On n'a pas de limite dans l'espace. À chaque fois qu'il se pose un problème sur une situation individuelle, on essaie de le régler. Pour nous, c'est vraiment très appréciable parce qu'on a un interlocuteur à la GFIP qui est accessible et avec qui on peut travailler en co-construction. C'est vrai que moi, quand je fais une demande d'intervention, auparavant, il y avait beaucoup d'administratifs et même je trouve que maintenant, ça s'est un peu plus simplifié. J'ai fait ma demande d'intervention, par exemple, au mois de juillet. C'est vrai que, au mois d'août, j'avais déjà, même juillet, fin juillet, on avait fait une visio. J'avais déjà l'accord de principe, c'était fait. La petite équipe projet qu'on constitue entre le centre de formation, la personne, le prescripteur, le prestataire passe, etc. Effectivement, son objectif, c'est de démêler des nœuds. C'est pas un outil parfait et que je vais rajouter même qu'il est absolument pas finalisé. Et on l'entendait avec Elodie, mais ce qui est pas mal, c'est que on continue à le faire évoluer. Nous aujourd'hui, il y en a deux ici, mais c'est pas ces deux cerveaux-là seulement. C'est l'ensemble de l'appareil de formation qui va faire que la pieuvre, elle devient géante et du coup, que ça devient possible. Enfin, l'intelligence collective, finalement, c'est le seul moyen d'aller plus loin ensemble. Donc du coup, le réseau des référents handicap, on l'annonce, il va pas tarder à voir le jour. On est dans une situation sanitaire compliquée, donc du coup l'idée c'est de trouver des moyens un petit peu ludiques, un petit peu visio, voilà. On a acté en comité de pilotage de notre convention avec la région qui a eu lieu il y a 3 semaines environ, le fait qu'on crée un comité de pilotage RHF. L'idée c'est bien de pouvoir suivre et prendre des décisions concernant
tout en restant dans cet état d'esprit de co-construction, en mettant au cœur, je pense que c'est important de le rappeler, au cœur du sujet, à la fois les acteurs, le réseau, et puis bien sûr les personnes handicapées. Je ne vais pas parler d'évolution parce que je n'ai pas assez d'expérience et que je connais l'équipe que depuis 1 an maintenant. Mais ce que je peux dire, c'est que je me sens énormément soutenue. Je me sens soutenue de manière solide. Sans cet accompagnement-là, j'ai beau essayer de me munir de ressources morales et physiques, je n'y serais pas arrivée. J'ai un jeune, donc Lucas, qui, lui, m'a expliqué qu'il n'avait pas parlé de son handicap au CFA, parce qu'il considérait que c'était marqué sur son CERFA et que donc tout le monde savait. En face, j'avais une équipe pédagogique qui, elle, considérait que Lucas, il est jeune, insouciant, il fait la fête, donc il n'est pas très sérieux, et que ses difficultés en fait, scolaires ne venaient que de là. Une des difficultés qui est très souvent rencontrée sur les organismes de formation et sur les CFA, c'est la méconnaissance du handicap au sens où, oui, il y a la case cochée, mais on ne sait pas quel est le handicap. Donc forcément, pour apporter une réponse en face, c'est compliqué. Sur notre centre de formation, on a une centaine d'apprentis. Maintenant, on est à 103 apprentis. Parmi les 103 apprentis, on peut en avoir une quarantaine qui présentent des troubles de l'apprentissage, mais qui ne sont pas forcément reconnus. Notre équipe de formateurs bénéficie de formation de la part d'ICOG, donc pour leur donner des outils pour travailler. Donc maintenant, ils commencent à être un peu formés. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus fluide puisqu'on a compris qu'on pouvait avoir une action sur les bénéficiaires en travaillant sur l'équipe encadrante en fait. Et c'est vrai que moi je travaille avec l'équipe pédagogique essentiellement. Je rencontre les jeunes quand il y a un souci, ils savent que je suis en veille, donc ils peuvent m'appeler n'importe quand. Mais je travaille essentiellement avec l'équipe pédagogique. Bon, il y avait beaucoup de difficultés sur le début. Maintenant, on va dire la machine est lancée. C'est beaucoup plus simple. C'est vrai, lorsque j'avais des interrogations, je demandais. Maintenant, on va dire, je n'éprouve plus trop de difficultés, quoi. Ça marche bien, quoi. Moi, quand je suis arrivée à Saint-Rémy, c'était royal. J'avais déjà un établissement dans le mouvement, hyper bienveillant, qui était ouvert, qui était motivé. Je leur propose un truc, ah oui, donc c'est pas un souci. C'est loin d'être le cas partout. Et pas parce qu'il n'y a pas de la bonne volonté, parce que je pense qu'ils nous disent, on a besoin. Sauf que ça nécessite de faire bouger des lignes. Et comme vous le disiez, ça nécessite de faire bouger des croyances. Ça génère des peurs d'accueillir une personne en situation de handicap. Ces situations individuelles, elles nous permettent d'accrocher, je vais le dire comme ça, l'organisme de formation pour le faire monter en compétence sur le sujet et donc lui permettre d'être autonome, tu l'as dit, d'être autonome sur la question du handicap. On est habitué à accompagner les personnes en situation de handicap sur des prises de poste en emploi. Ça, et je dis pas nous, mais on sait faire. Sur la formation professionnelle, le rapport entre un stagiaire et un organisme de formation, il est contraint dans le temps. Il ne va pas s'inscrire dans la durée. Son objet, ce n'est pas d'être pérenne. Au mieux, il va durer 2 ans, mais même quand il dure 2 ans, c'est rare. Et il y a, quoi qu'on en dise, un rapport consumériste. On a un client et un fournisseur de services. On a cet outil de sécurisation des parcours qui est l'accompagnement sur des situations individuelles qui est très intéressant. Qui nous nourrit et qui nourrit aussi une base d'expérience. Et cette base d'expérience, il faut qu'on puisse l'essaimer. Pour nous, il y a une piste qui est apparue, je pense, l'année dernière, fin d'année dernière, c'est Calliope, en fait, qui incite très fortement les organismes de formation à s'intéresser à l'accueil des personnes handicapées et surtout au suivi et à l'ensemble de cette question-là. Et du coup, je pense qu'il y a un gros travail à faire à la fois avec les organismes directement, mais peut-être, pourquoi pas, avec les certificateurs aussi. C'est la première année où je vois véritablement un changement ou une évolution dans l'offre des référents handicap et même avec l'ambition d'aller au-delà de former uniquement des référents, mais aussi tout le personnel administratif
tous ceux qui sont chargés de l'accueil des stagiaires, avec des modalités pédagogiques un peu innovantes, de l'auto-formation, etc. Et je trouve finalement que l'idée de créer cette ressource handicap formation, ça a été vraiment un levier de changement qui a été efficace. L'idée première, c'est bien de rendre inclusif l'appareil de formation, en PACA et en Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais ailleurs aussi. L'enjeu de la formation pour les personnes handicapées, il est indispensable en fait. Ça m'a donné des bases solides pour continuer et que c'est grâce à tous ceux qui m'entourent, c'est grâce à vous que la filière des assurances et du BTS va s'ouvrir. Sinon, j'aurais, malgré un peu des fois ma grande gueule, j'aurais arrêté.